moi, je pourrais dire comme Billy Wilder, qu'il y a deux types de films. Il y a les bons films, qui peuvent être des séries B, des séries A, des comédies musicales, des westerns, des drames psychologiques, des films politiques ou sociaux, des films noirs. Et puis vous avez d'un autre côté un deuxième type de film, c'est les films qui commencent à 8 heures du soir, et quand il est minuit, vous regardez votre montre et vous apercevez qu'il est 8h15. Comme toutes les phrases qu'on dit dans les interviews, il faut toujours, par exemple, de dire qu'il faut faire des films quand on est en colère ou des choses comme ça, il faut toujours donner quand même un contexte. Oui, j'ai envie de faire des films un peu d'inspiration libertaire. Ça m'amuse de provoquer, ça m'amuse. Je trouve que c'est revigorant. Mais je pense que parfois la colère peut vous inspirer, mais aussi la colère ne doit pas être la seule motivation pour un film. Moi, en fait, j'ai fait la plupart des films que j'ai tournés sont des films pour des personnages qui se battent. Alors ça veut peut-être dire qu'on est en colère contre le système contre lequel ils se battent, mais je suis pour les personnages. C'est impossible d'avoir comme unique motivation la colère et la volonté de critiquer. Il faut que vous ayez à côté une ouverture d'esprit, un amour pour les personnages, pour en même temps ce qu'ils entreprennent. C'est obligatoire, enfin, en tous les cas pour moi. Mais si vous regardez les films que j'ai faits, moi je suis pour le régent dans que la fête commence. Je suis pour le personnage de Noiret, mais dans La vie, rien d'autre, contre la bataille qui mène sur la recherche des disparus. Je suis pour le musicien de jazz qui essaye de tenir le coup autour de minuit, pour le personnage du policier qui se bat dans L627 contre la... Je suis pour l'instituteur qui se bataille contre la pauvreté, le chômage, dans Ça commence aujourd'hui. Oui, je suis pour tous les cinéastes, scénaristes ou techniciens que j'ai décrits dans Laissez-passer, pour le personnage de Dave Robichaud, complètement pour. C'est des gens que j'aime, c'est des gens qui font partie de ma famille, c'est des gens dont j'ai envie de louer la bataille. Donc il faut que vous ayez quelque chose, vous vous appuyez sur quelque chose. Quand on est uniquement, qu'on veut être critique, parfois ça peut virer à l'aigreur, au ressentiment. Je pense que mes films, il n'y a jamais de ressentiment. Il n'y a jamais d'aigreur. Ils ont pu être jugés comme très critiques d'une institution, ce qui fait que souvent les ministres ont un peu la trouille. Laurent Fabius me disait que c'était Quai d'Orsay était le seul film où finalement le ministère concerné n'avait pas du tout à se plaindre de mon film. Oui. Mais parce que, là aussi, j'étais admiratif du boulot que font les gens dans Quai d'Orsay. J'ai toujours fait des films où j'admirais les gens qui travaillaient et qui se dévouaient pour la collectivité. Voilà. Donc, ça implique forcément que vous êtes contre peut-être certains personnages qui essayent de démolir ça, mais c'est parfois des personnages qu'on voit dans une ou deux scènes. Ça n'est pas le moteur du film. J'ai une chose dont je suis fier, c'est que je peux dire que pratiquement tous mes films sont bien écrits. Et sont pas écrits. Et tout de suite, ça c'est une connotation tout de suite qui paraît pas moderne. Je trouve que ça, c'est faux. C'est bien écrit, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des mots d'auteur, que les phrases sont gratuites. Non, ils sont bien écrits dans un dialogue où les mots sont vraiment justes par rapport au personnage. Les phrases sont justes, le vocabulaire. Mais c'est un beau vocabulaire. On a essayé aussi bien dans Conan, dans La vie, rien d'autre, dans Le juge et l'assassin, dans Que la fête commence, et puis dans d'autres films. Dans L627, on a essayé que le vocabulaire soit intéressant, soit riche. Moi, je fais des films aussi qui sont des films sur les mots, parce que les mots, c'est souvent
aussi évocateurs que l'image, quand on leur donne leur juste poids. Moi, je pense qu'il faut laisser une part d'inconscient. Il faut laisser une part à un moment, au jaillissement. Il faut beaucoup travailler avant. Et puis tout d'un coup, partir sans trop réfléchir. C'est Manet qui disait, il y a un moment où il faut renvoyer le modèle à la maison. Et il ne faut pas se regarder. Il faut pas se regarder filmer. Je peux savoir, moi, ce qui rapproche mes films, des films, pour moi, le goût que j'ai pour certains conflits, pour certains personnages, ça je le sais. La manière de filmer, je sais que j'ai un goût pour les plans longs, pour ne pas trop me reposer sur le montage, mais que laisser les choses se découvrir à travers la caméra. J'ai un goût pour essayer de rendre la caméra contemporaine de l'action et aussi qu'elle n'ait pas l'air d'en savoir plus que les personnages, la caméra. Et ça demande un vrai travail, ça pour effacer la conscience qu'on peut avoir de ce qu'on est en train de filmer. Le cinéma est un moyen d'écrire l'histoire et de la réécrire. Ça, je suis certain. Certains films m'ont fait comprendre très fort, de manière très forte, des civilisations, souvent, ou des moments de l'histoire qui n'étaient pas proches de moi. J'ai compris le New Deal à travers Les raisins de la colère de John Ford, encore mieux qu'à travers le livre de Steinbeck. J'ai compris le Japon traditionnel dans les films de Mizoguchi ou de Kurosawa. J'ai compris aussi ce que pouvait être l'Ouest américain quand il n'y avait pas de loi et de règles dans quelques westerns. Donc oui, le cinéma historique peut remplir ce rôle. Le problème, c'est que souvent, les studios, les financiers sont conformistes et qu'il faut se battre pour imposer certaines idées. Et c'est pas toujours évident, soit parce que on juge que les époques, sont pas les époques les plus intéressantes. Moi, j'ai dû vraiment, pour plusieurs films historiques, j'ai dû mener des batailles absolument énormes. Pour La vie, rien d'autre, pour imposer ce qui était la première fois qu'on s'intéressait, beaucoup d'historiens l'ont dit après coup, à une période de l'histoire de France qui n'avait pas été examinée. Petite période de 7-8 ans, juste après, à la fin de la guerre, qui était le deuil, la recherche des disparus, ce que le très grand historien Stéphane Audouin-Rousseau appelle la culture du deuil. Il a écrit un très beau livre là-dessus, après le film, en disant que j'avais 10 ans d'avance sur tous les historiens du monde entier, par 2 fois, avec ce film et avec Capitaine Conan. Mais il a fallu à chaque fois se battre. C'était pas évident, les gens ne connaissaient pas l'époque, trouvaient que c'était pas porteur, voilà. C'est idem La princesse de Montpensier, ça a été horriblement dur à financer, horriblement dur. Mais pour moi, le cinéma historique, c'est un moyen alors dans les films des autres, je parle, à la fois de comprendre l'époque décrite, mais de comprendre aussi comment on perçoit cette époque au moment où le cinéaste fait le film. Parce qu'un film, il est révélateur de 2 choses. Il est révélateur de l'état d'esprit du cinéaste à un moment précis et aussi de la manière dont il décrit une époque. Il y a plusieurs films historiques qui m'ont... Je ne parle pas seulement des films de Rossellini, de Visconti, etc., ou de Kurosawa, mais il y a certains films qui ont été extrêmement stimulants pour moi, dans la manière dont ils abordaient une époque, et on n'avait pas l'impression qu'on avait affaire à une reconstitution. On avait l'impression que la caméra faisait partie de l'époque. Je pense que la musique est quelque chose d'important. Malheureusement, alors pour le moment, c'est ce que je le dis à plusieurs reprises, tant dans le long-métrage Voyage à travers le cinéma français que dans la série de 8 épisodes. Malheureusement, on est bien forcé de constater que les critiques parlent pratiquement jamais
de la musique dans les films. Même quand vous relisez certaines critiques lors de la sortie de comédies musicales, il y en a, ils analysent absolument pas les chansons, si elles sont bien écrites. Elles pourraient être écrites par Cole Porter, Gershwin ou par X ou Y, des gens inconnus, ce serait pareil. Ils ne parlent pas de la mélodie, de la construction, des paroles, là, qui sont souvent merveilleuses. Et il y a eu, dans le cinéma français, les compositeurs sont sans doute les collaborateurs de création les plus méprisés, occultés, ignorés. Sauf quand ils écrivent un thème à la mode, un thème qui devient un succès au hit parade. Je pense que les compositeurs de musique de film dans le cinéma français ont été des génies qui restent méconnus, qui restent méprisés, qui restent occultés. Maurice Jaubert, Cosma, Grunenwald, Paul Misraki, Georges Van Parijs, c'était des mélodistes inouïs, des orchestrateurs extraordinairement inventifs. Et voilà, on continue, on joue par contre des musiques américaines, mais les musiques européennes, notamment françaises, sont très peu jouées en concert, beaucoup trop peu. Le cinéma a toujours subi des dictatures, toujours. La dictature du box-office, la dictature d'un pouvoir économique et d'un pouvoir politique, la dictature pendant très longtemps, la dictature de la censure. Les critiques, au bout d'un moment, enfin les critiques qui n'étaient pas d'obédience communiste, et notamment justement les critiques français de la Nouvelle Vague, avaient tendance à sous-estimer la censure en disant « c'est pas vrai, on peut toujours lutter contre la censure ». C'est pas si vrai que ça. Il y avait la censure en France était dure, la censure en Angleterre était très dure. Il y a des cinéastes comme Robert Hammer qui en ont été victimes. Il faut bien voir qu'en Angleterre, on pouvait être poursuivi si on prononçait le mot syndicat. Aux États-Unis, c'était pire. Maintenant, on le sait entre 32 et 39, et 41, c'est-à-dire jusqu'à Pearl Harbor, tous les scénarios des studios étaient soumis, quand ça parlait de l'Europe, et notamment de l'Allemagne, au consul nazi de Los Angeles qui exigeait des coupes et les a obtenues dans tous les films. Donc on ne peut pas parler maintenant de 3 camarades de Borzégui sans parler des coupes demandées par le pouvoir nazi, qui a éliminé tous les pogroms des Juifs. Les mots juifs étaient interdits. C'était rayé. On ne pouvait pas en parler. On ne pouvait pas en parler des camps de concentration. On ne pouvait pas parler... Il y avait beaucoup de sujets. Les rapports, le traitement des Noirs était soumis à une censure terrible. Terrible. Et de temps en temps, il fallait l'héroïsme de certains cinéastes pour imposer un personnage de noir qui ne soit pas comme dans « Autant n'emporte le vent », en train de rouler des yeux et de grimacer. Alors vous en trouvez dans Oxbow Incident, vous avez vu Wellman, dans les films de Wyler. Alors Wyler est un cinéaste qui s'est toujours battu contre la censure, toujours, qui a obtenu souvent des résultats qu'on sous-estimait à l'époque, et que c'était un des cinéastes les plus engagés. Et voilà, je pense que tout ce qui bloquait l'inspiration des cinéastes, qui les empêchait de tourner, on doit le considérer. Et pour admirer d'autant plus les personnes qui arrivaient à passer, il faut arriver à considérer ça, et ça vous rend admiratif pour certains cinéastes qui ont réussi à certaines époques à faire des films féministes, bien avant que ce soit la mode. Alors les modes, elles ont toujours existé. Elles ont toujours été présentes. Quand il y avait un ou deux grands succès, on demandait à tout le monde de les copier, dans tous les pays du monde. Maintenant, elles sont devenues plus écrasantes parce que le nombre de distributeurs a diminué, le nombre de producteurs un peu a diminué, et que maintenant, vous avez plusieurs grands groupes qui dominent tout le marché. Je pense que les festivals peuvent être extrêmement importants. Et ils l'ont été importants, notamment quand ils ont
sauver ou aider des cinéastes qui étaient menacés par des dictatures, sauver des films. Le problème, c'est devenu une telle lutte de pouvoir entre les festivals, une telle mégalomanie, que je pense que les festivals montrent trop de films. Ce qui fait que dans chacun des festivals, il y a 30% des films qui passent inaperçus. Parce qu'on est confronté à deux phénomènes contraires. D'un côté, il y a de plus en plus de films, et de l'autre côté, dans la presse, la radio, la télévision, il y a de moins en moins d'espace pour parler du cinéma. Donc, comme tous les gens ayant un esprit panurgique, de copier ce que font les autres, finalement, tout le monde va parler des mêmes films. À quelques exceptions près, dans quelques magazines qui ne tirent pas beaucoup de ce film. Donc je trouve qu'il y a trop de films, mais ça, personne ne l'accepte, cette critique. Je pense qu'il faudrait mettre moins de films et que ça donnerait un peu plus de chance, etc. Mais les festivals sont importants. Simplement, il ne faudrait pas que ce soit, comme dans certains pays, par exemple en Amérique, les festivals sont devenus la seule manière de montrer des films étrangers. Et tout d'un coup, lors d'un festival, il y aura beaucoup de spectateurs, mais en dehors du festival, personne ne se déplace. Parce qu'il faut à chaque fois un alibi. Il faut donner l'impression qu'on est dans une manifestation qui est à la mode, etc. Bon, c'est un problème, ça. C'est un problème, mais j'ai eu trop de fois vu des festivals qui ont évité, qui ont permis à des cinéastes de survivre. Et oui, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre. Je fais des films, mais là, c'est moins l'influence du cinéma que du théâtre. Moi, j'ai appris énormément de choses chez un homme de théâtre qui s'appelait Jean Vilar, qui avait créé le Théâtre national populaire. Et on sentait chez lui un désir de transmettre la culture, de transmettre ce que c'était que l'univers de certains auteurs dramatiques de tous les pays. Ça allait de Calderon à Shakespeare, de Marivaux à Lope de Vega, de Bertolt Brecht à Schiller, en passant par Corneille ou Musset et Victor Hugo. Et quand on allait voir ces pièces, on découvre... Moi, j'ai pris la conscience de ce que c'était que le XVIIIe siècle en voyant une pièce de Marivaux dans laquelle il y avait 3 chaises, une lampe et une table. Et pourtant, j'étais face au XVIIIe siècle. Et cet homme, son rêve, c'était d'attirer les ouvriers au théâtre. Il a partiellement réussi, pas complètement. Il était aidé par des acteurs comme Gérard Philippe, Philippe Noiret, George Wilson, Michel Galabru. Voilà, ça c'est important, la transmission. Et je voudrais raconter une anecdote. J'ai tourné un documentaire un jour sur une cité à côté de Paris, la cité des Grands Péchés. Ça s'appelle De l'autre côté du périph'. Un documentaire que j'ai fait avec mon fils. On est resté 6 mois dans cette cité, on a découvert beaucoup de gens. Et j'avais filmé un ouvrier, quelqu'un qui se qualifiait comme un ouvrier d'usine, qui était âgé, qui était en retraite. Et vers la fin, après, je l'avais filmé une première fois, il était extrêmement émouvant. J'ai été le refilmer vers 6 mois après. Il était malade, fatigué, il espérait pouvoir tenir le coup, ne pas mourir avant de partir, vivre en province, dans la maison qu'il avait achetée. Et cet homme qui était très faible m'a raccompagné. Il a raccompagné Nils et moi à la porte. Et sur le pas de la porte, il me regarde et il me dit « Continuez à transmettre ». Je pense que c'est la phrase la plus bouleversante qu'on m'a jamais dite lors d'un tournage de film. Que cet homme qui n'était pas spécialement cinéphile, peut-être pas, je ne sais pas, mais qu'il me dise cette phrase, là, continuer à transmettre. C'était presque comme si c'était un ordre, comme si c'était quelque chose, il y avait quelque chose de sacré dans cette phrase. Voilà, tout ce que je fais maintenant, je le fais en pensant à lui.